retrouve dans ce décor qui change un petit peu d'habitude pour introduire ce vlog de lecture en automne en Provence. Et vous allez voir que l'automne en Provence est clairement très différent de l'automne parisien, ou en tout cas du nord de la France. Pas de pluie, pas de vent, enfin, quasiment pas de vent, des températures dignes d'une fin d'été. Bref, je vous embarque avec moi avec le soleil et mes lectures pour cette petite semaine où j'ai beaucoup lu pour mon plus grand bonheur. Tout d'abord, j'ai commencé par lire Dynasty, le tome 2 d'Ilona Andros. J'avais lu le tome 1 aux États-Unis et en fait, je l'avais dévoré. Vraiment, je crois que je l'avais lu en quasiment 24 heures dans l'avion. Et là, j'avais envie de lire quelque chose d'assez prenant, page-turner, d'autant plus que je suis en challenge lecture et donc c'était parfait et je me suis tournée avec grand plaisir vers cette lecture. Donc dans le tome 2, on est quand même dans la suite évidemment directe de ce qui s'est passé dans le tome 1, mais Nevada, notre enquêtrice détective privée qui a découvert qu'elle avait des pouvoirs et qui est en relation avec un majeur. Donc dans cet univers, les majeurs, c'est ceux qui ont le plus de pouvoirs et qui maîtrisent au mieux leur pouvoir magique. Donc Nevada, toujours en relation avec Mads Mikkelsen, un truc dans le genre, va devoir enquêter sur le meurtre de la femme d'un des personnages qu'on a déjà vu dans le tome 1, comme ça je vous dis pas qui. Et en fait, de fil en aiguille, elle va enquêter sur cette disparition, accompagnée toujours de ce majeur. Et au-delà du simple meurtre, ils vont découvrir et mettre au jour la suite des événements du tome 1, donc à savoir le complot visant, en fait on ne sait pas trop quoi pour le moment, et ça j'aime bien. J'ai retrouvé tout ce que j'avais bien aimé dans le tome 1, à savoir l'univers d'Urban Fantasy que j'aime vraiment beaucoup, avec cette idée qu'il y a des personnes qui ont des pouvoirs, qu'ils maîtrisent plus ou moins, et qu'en fonction de votre degré de maîtrise de ces pouvoirs, vous avez un statut social élevé et comment ça a transformé la société. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en sous-texte, on a quand même une critique des inégalités sociales et économiques, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Nevada qui est une adolescente, elle a 18-19 ans, qui n'est pas nunuche, qui sort un peu des stéréotypes de genre, et ça j'aime beaucoup. Oui, il y a une histoire d'amour, mais je la trouve plutôt touchante et bien amenée, notamment par rapport au caractère de Nevada qui ne se laisse pas marcher dessus, qui n'est pas impressionnable. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'elle va le remettre à sa place et elle va aussi décréter que non, l'amour et la relation amoureuse avec l'homme que tout le monde veut avoir n'est pas sa priorité, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir un personnage féminin de cette ampleur. J'aime vraiment beaucoup la dimension enquête. Alors après on s'entend, hein, c'est pas un thriller, c'est pas un policier, mais j'aime quand même beaucoup cet univers d'enquête qui se mêle assez bien à la fantasy, ce que je vois peu en fantasy, mais peut-être parce que je lis pas assez d'urban fantasy. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et en fait cette histoire de complot qui va lier le tome 1 et le tome 2, je trouve ça intéressant, et sûrement qui va lier la suite parce qu'il y en a 5 ou 6 tomes. Voilà, c'est une longue saga. Et en fait, on ne sait pas trop ce que veulent les gens de ce complot. On peut que émettre des hypothèses, et je trouve ça intéressant. Alors moi, mon hypothèse, on va voir si elle va se confirmer dans la suite des tomes. Je pense qu'il y a une dimension assez politique où ils veulent venir remettre en question cet ordre politique où on a les grandes familles qui possèdent des pouvoirs avec des majeurs, etc., qui dominent toutes les institutions, y compris politiques. Et de l'autre côté, ceux et celles qui n'ont pas de pouvoir, ceux et celles qui ont des pouvoirs avec une moindre maîtrise, une moindre ampleur. Donc je pense qu'ils vont vouloir remettre ça en cause, mais je suis pas sûre que ça soit des justiciers et justicières pour le peuple. Je pense qu'ils utilisent le peuple et les divisions qu'il peut y avoir et les fractures sociales qu'ils peuvent avoir entre le peuple et ces grandes familles pour alimenter leur complot qui serait de eux se mettre à la tête de leur pouvoir, à la tête de ce nouveau régime qu'ils veulent créer. Et du coup, je trouve ça assez intéressant dans les thèmes, à voir comment ça va être amené, parce qu'en fait, on peut aller jouer sur les thèmes de est-ce que tous les moyens sont bons,
bon pour le but recherché, qu'est-ce que c'est qu'une dictature, qu'est-ce que c'est qu'un régime politique démocratique. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes là-dessus et la question de la différence qui peut être traitée en politique. Bref, j'aime beaucoup cette saga, elle a énormément aussi de points négatifs. Voilà. Il y a des univers largement mieux construits en fantasy et ça c'est sûr, mais j'aime beaucoup cette histoire d'urban fantasy, j'aime beaucoup ce personnage principal féminin. Alors oui, il y a des défauts, mais pour le coup, je sors toujours de ces lectures en me disant j'ai passé un super moment de lecture et en fait je pense que ça c'est le principal. J'ai enchaîné après avec Les femmes n'ont pas d'histoire de Amy Jo Burns, qui est un des livres du challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Et il faut que je me bouge parce que la fin de l'année est proche. Il me reste 2 mois pour finir et lire 4 livres. Voilà, c'est beaucoup trop. Et donc, celui-ci était le livre conseillé par Laurine et elle m'avait carrément donné le livre, donc parfait. J'ai bien aimé, vraiment c'était une bonne idée. Je vais le dire maintenant, mais trigger warning si vous haïssez, si vous détestez les serpents, parce qu'on parle énormément de serpents et il faut aimer, il ne faut pas être dégoûté par les descriptions en lien avec ces animaux. Pour l'histoire, en fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Vraine et elle vit dans une région désolée des Appalaches. Donc voilà, un truc très campagnard. Et en fait, Vraine vit dans une cabane isolée avec sa mère et son père. Son père qui est un pasteur qui maîtrise l'art de capturer les serpents. Enfin, j'ai pas trop compris ce point-là de l'histoire, mais bref. On a cette histoire-là de cette région très reculée des États-Unis, très pauvre, très en plus marginalisée, où on ne sait pas exactement pourquoi, juste certains ont choisi de ne pas prendre part à cette modernité. Et tout le début de l'histoire est raconté avec ce que Vraine sait, donc à savoir les histoires des hommes. Donc on a l'histoire de son père, on a l'histoire d'autres hommes de ce village, c'est pas vraiment un village, mais de cette communauté. Et au bout d'un moment, on a quelques révélations qui apparaissent, et on a l'histoire qui est racontée du point de vue des femmes, donc de la mère de Vraine, de la meilleure amie de sa mère, etc. Et en fait, j'ai adoré comment cette histoire avait quasiment 2 points de vue, le point de vue masculin et le point de vue féminin. Je trouve que cette démonstration dans l'histoire, elle montre à quel point silenciser les femmes, ça fait qu'on a une vision tellement partielle de l'histoire et en fait on se préoccupe de choses qui n'ont pas d'importance et on met l'accent sur des choses auxquelles on pense que les femmes vont mettre de l'importance et en fait pas du tout. Par exemple, le père de Vraine est frappé par la foudre quand il est enfant et il survit un petit peu miraculeusement et en fait pendant toute la partie sur l'homme, on va parler de ça, on va montrer à quel point c'est devenu un héros ou une personne clivante dans cette communauté. Et on justifie le choix du mariage de la mère de Vraine ainsi. Et en fait, oui, en partie, mais il y a aussi tellement d'autres raisons qui ne sont même pas évoquées ou conscientisées par les hommes, qui vont donner lieu à des pages et des pages d'histoire chez les femmes. Et ça, j'ai vraiment aimé cette double manière de narrer le récit. On a aussi, comme ils sont dans une communauté / village assez isolé sur une montagne. On a aussi toute l'opposition entre la modernité, la ville en contrebas et la montagne. Et du coup, les conséquences de la modernité ou du capitalisme qui fait son essor sur les individus, notamment avec le début de la crise des opiacés aux États-Unis, mais aussi l'alcoolisme. Et
on a un portrait du coup de cette société plutôt pauvre et des mots qui peuvent la toucher. Et comment, en fait, en sous-texte, le capitalisme et l'exploitation fait ou explique, contribue à expliquer les maux que connaissent ces hommes et ces femmes. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant. C'était une bonne lecture, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc voilà pour ma deuxième lecture dans ce vlog automnal. Troisième lecture, et pas des moindres parce qu'il est dans ma pile à lire depuis quasiment 8 mois, je crois. C'est un livre que j'avais acheté à Nantes dans une librairie d'occasion. Et donc il s'agit de Hamnet de Maggie O'Farrell, qui est magnifique comme livre. En fait, je l'ai acheté parce que Maggie O'Farrell, je voulais découvrir cette autrice réellement. Tout le monde m'en parlait. Je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux. La 4e de couverture, le résumé que les gens faisaient, me donnait vraiment envie de le lire. Et donc je l'ai acheté, mais il n'est pas très gros, il fait 400 pages, mais je sais pas, je me suis jamais lancée dessus. C'est un peu le problème que j'ai de lancer dedans. C'est un peu le problème que j'ai quand j'achète des livres d'occasion. En fait, je les achète en me disant « Oh, j'aurais envie de le lire », sauf que c'est pas une envie maintenant tout de suite, et du coup, ils traînent dans ma palle, et donc j'essaye de me réfréner en livres d'occasion pour ça. Bref, ou livres trouvés en boîte à livres, tout ça. J'essaye de prendre maintenant que des livres que je suis sûre de vouloir lire là, dans les 2 mois à venir, parce que sinon ils dorment dans ma palle et ça a peu d'intérêt. Donc pour l'histoire, on a Maggie O'Farrell qui réécrit l'histoire de Hamnet. En fait, William Shakespeare a eu plusieurs enfants, notamment des jumeaux Judith et Hamnet. Donc Judith c'est une petite fille, Hamnet c'est un petit garçon, et dans la vraie vie, Hamnet meurt. Et William Shakespeare est dévasté et va écrire Hamlet. Je précise à ce moment-là que je n'ai pas lu Hamlet de William Shakespeare. Et donc en fait, toute la suite peut être faussée par le fait que je n'ai pas du tout cette référence culturelle, livresque, littéraire. Et donc je vais très vite la lire parce que j'ai besoin de savoir. Et donc Maggie O'Farrell, dans une perspective féministe, réécrit cette histoire et au lieu de faire mourir le petit garçon, fait mourir la petite fille Judith. Ça c'est l'idée de départ. Et en fait, je m'attendais à ce que ça change réellement l'histoire, que ça ait une implication différente sur l'histoire, et j'ai pas eu l'impression. En fait, j'en suis sortie de là en me disant, mais je ne comprends pas en quoi cet événement change l'histoire dans la vraie vie, enfin l'histoire avec un grand H. En fait, pour moi, il n'y avait pas de différence finalement entre la fille et le garçon qui meurt et comment on aurait réagi, enfin comment les personnages auraient réagi différemment. Et ça m'a un petit peu perturbée parce que je me suis dit, tout ça pour ça. C'est un peu retombé comme un soufflet. Je pensais qu'on allait avoir, ou en tout cas moi je l'imaginais, un livre dans la perspective de ce qu'avait pu écrire Virginia Woolf dans Un lieu à soi, où dans son introduction elle parle beaucoup de Shakespeare. Elle écrit l'histoire de Shakespeare si ça avait été une femme, et du coup pour montrer les difficultés qu'elle aurait eues, à savoir notamment des difficultés pour échapper aux tâches domestiques et des difficultés d'ordre financier. Et je m'attendais un peu à avoir un livre dans cette lignée-là, une réflexion sur le genre, ce que fait le genre dans notre société, et en fait pas tant que ça. Encore une fois, j'ai pas lu la pièce, alors peut-être qu'en la lisant tout va s'éclairer, et donc peut-être que je changerai d'avis dans mon bilan lecture du mois d'octobre déjà. Donc je suis un peu restée sur la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tout un livre sur William Shakespeare. William Shakespeare, qui est un homme ultra connu, ultra célèbre. Et en fait, il n'est jamais nommé. Il n'est nommé, enfin il est mentionné plutôt, que comme le mari de, le père de, l'enfant de, celui qui fait ça, donc voilà, par des paraphrases. Et je trouvais ça intéressant comment, du coup, lui qui est si présent dans cette histoire, à la fois dans l'histoire racontée par Maggie O'Farrell, mais aussi dans l'histoire littéraire, parce que Maggie O'Farrell s'inscrit dans sa lignée, enfin je sais pas si c'est le bon mot, comment il était aussi absent de ce récit, et ça j'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà, je suis un peu restée sur ma faim, et heureusement que je l'ai écouté en audio parce que c'est quand même très lent.
4e livre que j'ai lu à Marseille, c'est La dernière Amazone d'Estelle Faye. Où là pareil, ça a été une déception sur 2 aspects. Premièrement, vous savez que j'adore Estelle Faye et du coup à chaque fois ses livres c'est des coups de cœur quasiment. Donc là je m'attendais à autant aimer et en fait j'ai pas retrouvé ce que j'aimais bien dans ce que j'ai pu lire de cette autrice. Et deuxièmement, en fait j'ai eu l'impression d'être un petit peu trompée par le titre et la 4e de couverture dans ce livre-là. Donc en fait l'histoire, on va suivre Lysia qui est une jeune femme métèque pauvre en Grèce antique. Un jour il y a Tirésias, une devin, qui vient la prévenir que les gardes vont l'arrêter et sa grand-mère a déjà disparu. Et Lysia va se mettre en quête de retrouver sa grand-mère et en fait de fil en aiguille, elle va apprendre que c'est la dernière des Amazones. Donc en fait c'est la fille d'Antiope, donc la reine des Amazones, et Thésée, le roi de je sais plus quelle cité grecque de l'époque. Moi je m'attendais à ce qu'on mette davantage l'accent sur les Amazones, qui elles étaient, quel peuple, qu'est-ce qu'elles avaient fait dans l'histoire, et qu'en fait Lysia soit un peu un prétexte pour redécouvrir cette histoire des Amazones. En plus je me disais que c'était Estelle Faye avec un point de vue féministe et j'aurais adoré. Et comment on pouvait, vu qu'on était dans la fiction, les faire revivre, les ramener dans une histoire beaucoup plus, je mets des guillemets, récente que leur réelle implication au temps des légendes grecques antiques. En fait, les Amazones arrivent, mais dans les 10 derniers pourcents du livre, réellement, en fait, on va suivre le parcours, la quête de Lysia de la Grèce antique jusqu'à ce lieu un peu mythologique du royaume des Amazones, donc vers l'Asie mineure, je pense. Et de fil en aiguille, en fait, et ça j'ai pas trop aimé, elle va rencontrer énormément de personnes, des légendes, on va les formuler comme ça. Donc elle rencontre plein de dieux et de déesses, plein de héros, héroïnes, et en fait ça me faisait un peu l'impression d'être d'une accumulation d'un bingo. Et c'était assez facile, à chaque fois elle rencontrait quelqu'un, elle n'avait pas vraiment de difficulté à passer cette étape et tout le monde soit l'aidait, soit lui mettait des bâtons dans les roues, mais elle arrivait facilement à s'en sortir de ces épreuves. Et j'ai trouvé ça un petit peu facile. Et du coup on suit tout ce périple-là où on va du coup de légende en légende, d'histoire en histoire, et donc on a un panorama assez complet de ces légendes grecques antiques, mais pas celle qui m'intéressait, ou en tout cas celle que me laissait penser le titre, à savoir celle sur les Amazones. Et donc j'en suis ressortie en me disant double déception, parce que je m'attendais à lire quelque chose et c'est pas du tout le cas, et en plus ce que je lis m'a très peu plu ou très peu convaincue, dans le sens où j'ai trouvé ça peu crédible à quel point c'était facile pour Lysia. Donc voilà, une grosse déception quand même, mais c'est pas grave, je continuerai à découvrir toute l'œuvre de cette autrice, parce que la déception pour ce livre-là n'est en rien comparable aux quasiment 3 coups de cœur que j'ai lus en lisant les autres livres que j'ai eu de cette autrice. J'espère que ce vlog lecture automnale en Provence vous aura plu. En tout cas, moi j'ai énormément pris de plaisir à filmer les plans en extérieur, peu quand je lisais d'ailleurs. Et au final, j'ai quand même beaucoup lu. Je suis plutôt contente d'avoir lu quasiment 4 livres, 4 livres en une semaine, donc plutôt satisfaite. Vous allez le voir dans mon bilan lecture d'octobre, j'ai énormément lu en octobre, donc il risque d'être très long, je vous préviens dès maintenant. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, ne serait-ce qu'un petit emoji, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.